Là encore, nous retrouvons les mêmes préoccupations, succès de la transplantation et pouvoir obtenir des donneurs. Mais en même temps, montrer que ces transplantés peuvent vivre pleinement leur vie et en même temps avoir une vie productive. Enfin, en 1983, la cyclosporine est approuvée par la FDA. Et alors, tout de suite, on voit une explosion des papiers, des articles scientifiques concernant l'exercice et les transplantations d'organes. Vous voyez, à partir de 85, nous avons une augmentation considérable dans les revues internationales de ces articles. Vous voyez que c'est pour ça qu'il y a comme une révolution de la cyclosporine dans la matière. Et les événements sportifs, à ce moment-là, se multiplient. En voilà un que notre ami Jacques Portsman reconnaîtra, sauf lui, parce que ce n'est pas lui, je vous le dis tout de suite, qui court. Et puis, dès 1986, sous le parrainage du professeur Cabrol, mise en œuvre de la course du cœur. Et puis, en 98, publication de, je crois que c'est un des rares livres qui essaye de faire un peu la synthèse des conséquences physiologiques lors de l'effort chez les transplantés d'organes, que j'ai eu la joie de coordonner et l'honneur de coordonner. Alors, quels sont les facteurs limitants de la capacité à l'activité physique chez les transplantés? Bien, je crois qu'il faut considérer deux types de facteurs. Des facteurs qui sont communs pour toutes les sortes de transplantation et des facteurs spécifiques qui dépendent plus particulièrement de l'organe transplanté, bien évidemment. En ce qui concerne les facteurs communs, on le sait très bien, vous avez les effets de l'immunosuppressif, de la thérapeutique immunosuppressive et du désentraînement des sujets, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Alors les effets secondaires de la thérapeutique immunosuppressive, on les connaît bien, je ne vais pas les détailler, je vais simplement insister sur le problème de l'hypertension artérielle, et notamment lorsque la cyclosporine A est accompagnée de l'utilisation de corticoïdes, les effets toxiques néphrotoxiques de la cyclosporine et évidemment les altérations musculaires, aussi bien liées à la prednisone, c'est-à-dire au corticoïde, qu'à la cyclosporine, avec l'apparition, ça a été bien décrit, de véritables myopathies. Là, c'est toute la description des différents auteurs qui ont travaillé sur cette matière. Quant alors aux 10 entraînements, bon, il est bien connu, évidemment, chez le sujet en bonne santé. Toutes les études, notamment de l'école scandinave, et en particulier de Soltine, ont bien montré qu'on avait une réduction de la capacité oxydative des fibres musculaires, ainsi qu'une diminution du taux de capillarisation, et qu'en même temps, il y avait une réduction du nombre de myofibrilles. En plus, chez le transplanté, il faut bien voir qu'il y a aussi ces caractéristiques et en même temps une réduction, si vous voulez, du diamètre et de la densité capillaire, vraisemblablement due non seulement au déconditionnement, mais aussi, sans aucun doute, à l'action de la cyclosporine. Voici toutes les études qui ont été réalisées en la matière, pas toutes, certaines études. Quant aux facteurs spécifiques, ils tiennent lieu, ils comprennent trois aspects. L'aspect d'énervation, vous en avez parlé, notamment au niveau cardiaque, les séquelles éventuelles de la pathologie initiale, et puis ne l'oublions pas quand même, parce que la cyclosporine n'a pas totalement empêché l'apparition des phénomènes de réjection de la greffe. Alors, pour nous résumer, les principaux facteurs qui vont gêner l'activité physique chez les transplantés d'organes, nous l'avons dit, c'est effectivement le déconditionnement lié à la maladie qui précède la transplantation, les effets toxiques de la thérapeutique immunosuppressive et les phénomènes de réjection. Plus spécifiquement, on voit très bien que les conséquences de la dénervation chez le transplanté cardiaque, c'est
avant tout, et comme problème de fond, bien sûr, parce qu'après, il y a tout ce qui découle, c'est la diminution de la réserve chronotropique et les problèmes, l'insuffisance de la fonction diastolique. Chez le transplanté pulmonaire, on retrouve, alors plus particulièrement, des phénomènes, le syndrome notamment de la bronchiolite oblitérante, et enfin, on a aussi l'apparition de séquelles des maladies qui précèdent la transplantation, c'est-à-dire les pathologies cardiovasculaires, l'ostéodystrophie, le diabète, et tout ceci particulièrement chez le transplanté rénal. En fait, c'est vrai que les maladies cardiovasculaires, souvent, sont la cause de la morbidité chez ces patients. Et c'est vrai qu'il apparaît que l'activité physique et l'entraînement physique, mais ça, je ne vais pas insister puisqu'il va y avoir une lecture sur ce domaine, permettent de reculer, d'atténuer ce risque cardiovasculaire chez les transplantés. Alors, je vais reprendre une conclusion elle n'est pas naïve, bien évidemment, qui est celle-ci, c'est-à-dire que c'est vrai, et je sais que Patricia Painter insiste beaucoup sur cet aspect, elle le montre tout le temps dans ses articles, c'est qu'une activité physique régulière doit être prescrite chez le transplanté, quelle que soit la transplantation, qu'il s'agisse d'une transplantation rénale ou d'une transplantation cardiaque ou toute autre transplantation. Ce n'est pas facile, ce n'est pas le cas, sans doute nous y verrons. Alors maintenant, si on va de l'exercice comme thérapeutique, comme adjuvant thérapeutique, pour aller vers l'activité sportive, on a deux exemples démonstratifs. Celui de Klug, qui faisait du snowboard, qui a été quand même médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City en 2002, 2 ans après l'opération. Ça rend optimiste quand même. Et un autre exemple, il s'agit de Lemieux, vous savez, ce joueur légendaire, ce rugbyman légendaire, qui a eu une transplantation rénale en 2003, et qui a repris une activité sportive et qui même maintenant a signé, je crois, au club de Marseille-Virol. Bon, bien sûr, ce n'est plus la fantastique équipe de la Nouvelle-Zélande, mais quand même, ça montre, là aussi, ça doit quand même nous amener à être optimisme. Alors, sport et transplantation, c'est une longue histoire. Je l'ai déjà rappelé tout à l'heure. En 1982, c'était l'organisation des Jeux transplantés aux États-Unis. Et puis, ces Jeux ont été déclinés au niveau aux États-Unis, vous voyez, de 1992 à 2010. Régulièrement, ces Jeux ont lieu. Et maintenant, recrutent énormément de participants, plusieurs milliers de participants.